Et on va commencer effectivement avec Claire Desarnaud, donc, qui est directrice associée engagée, c'est pour ça que je me trompe, associée engagée de We Care at Work, mais je vous laisserai vous présenter peut-être un peu plus en détail, qui va revenir en fait sur l'ensemble des outils, des dispositifs, des bonnes pratiques que vous pouvez mobiliser pour accompagner les agents qui rencontrent des problématiques de santé. Et enfin, notamment qui sont concernés par le cancer, évidemment, qui est notre thématique du jour. Voilà, je vous laisse la parole. Et merci à vous. Merci Pierre, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, rapidement, je suis cofondatrice de We Care at Work. Pour nous présenter très rapidement, nous sommes une start-up de malades, puisque dans l'équipe, on a tous été confrontés en tant que patients ou en tant que proches aidants. Et de ces expériences de vie et de nos compétences professionnelles, évidemment, dans le domaine des ressources humaines notamment, on a souhaité développer différentes solutions pour accompagner le sujet, justement, au travail. Je crois que ce matin, vous avez eu des beaux témoignages sur les enjeux, les difficultés qui peuvent se poser. Donc, l'idée cet après-midi, c'est de pouvoir partager quelques clés concrètes qui sont faciles à mettre en œuvre et puis surtout aussi de répondre à vos questions. C'est bien aussi l'objectif de ma présence avec vous aujourd'hui. Alors, concrètement, comment accompagner les différentes situations? C'est vrai que, vous l'avez vu sans doute ce matin, chaque situation est différente, chaque personne est différente, il n'y a pas de recette toute faite. Par contre, pour accompagner le sujet au travail, il y a des clés qui sont vraiment essentielles. Et donc, parmi ces clés, ce qui est important, c'est déjà de pouvoir libérer la parole. Vous l'avez sans doute vu ce matin, le cancer, les maladies au travail sont encore des sujets tabous qui font peur, qu'on connaît mal. C'est un sujet intime, donc c'est parfois délicat de savoir quoi dire, quoi faire. Et donc, d'en parler déjà, tout simplement, c'est vraiment une clé essentielle. Pour ça, il y a plusieurs manières de le faire, de manière assez simple, dans vos communications en interne. Pour ça, il y a des dates clés dans l'année qui peuvent être des occasions justement et des supports pour parler un peu de toutes les facettes du sujet. Et c'est vraiment cette libération de la parole qui va favoriser la confiance. On sait que parler de sa maladie au travail, c'est difficile parce qu'il y a aussi beaucoup de peur et des situations très complexes aussi qui sont de vraies réalités. Et donc, libérer la parole permet d'instaurer la confiance et de permettre aux agents, après, d'être libres de faire le choix d'en parler. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation de parler de sa maladie au travail. Par contre, on sait qu'effectivement, favoriser le dialogue, en tout cas, montrer que c'est un sujet qui fait partie de l'organisation, permettra aux personnes, si elles le souhaitent, de pouvoir plus facilement aller solliciter les personnes ressources en interne et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et donc de faciliter le maintien en emploi. La deuxième clé, c'est de pouvoir monter en compétences. Et cette journée, elle est l'exemple même de justement le type d'outils et de services qui peuvent vous aider à monter en compétences sur ce sujet-là. Pourquoi monter en compétences? Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas toujours quoi dire, quoi faire. Et en fait, ça s'apprend tout simplement des expériences des uns et des autres, mais aussi parce qu'il y a des dispositifs légaux qui existent, il y a des bonnes pratiques, même s'il n'y a pas de recette toute faite, il y a des bonnes pratiques. Et donc, tout le monde peut monter en compétences, que ce soit vous en tant que référent, en tant que professionnel de l'accompagnement dans vos différentes organisations, mais aussi au niveau des personnes en interne, des managers, des agents, de pouvoir aussi apporter des éléments pour mieux comprendre le sujet, pour lever les préjugés aussi. C'est un sujet, le cancer et la maladie en général, autour duquel il y a beaucoup de préjugés et d'idées reçues au travail notamment. C'est un sujet qui rime avec difficulté et coût, alors que je crois que vous avez vu ce matin qu'on pouvait justement valoriser les compétences qui sont développées face à de telles expériences. Donc ça, c'est une deuxième clé importante. Et là, voilà, il y a plusieurs choses. Et tout à l'heure, justement, Pierre vous présentera un guide qui pourra vous aider à monter en compétence sur ce sujet-là.
Et puis, la dernière clé, évidemment, c'est de mettre en place des process d'accompagnement, parce que là aussi, on peut voir que ça peut être très dépendant des personnes, des managers, des référents en interne, de son appétence ou de son degré d'empathie, on va dire, par rapport au sujet. Et en mettant en place des processus d'accompagnement qui peuvent être très simples, ça permet de permettre à chaque agent de pouvoir bénéficier d'un même accompagnement, tout simplement. Pour ces éléments-là, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours par où commencer, vers qui se tourner. Donc, il y a tout un ensemble d'interlocuteurs, d'organismes qui sont vraiment dédiés au sujet, qui sont là pour vous accompagner. Je ne vais pas représenter le FIPH-FP, mais ça fait partie vraiment des acteurs clés, ressources pour vous accompagner dans vos démarches d'accompagnement au niveau global, déjà sur la politique à mettre en place, mais aussi au niveau individuel. Cap Emploi, évidemment aussi, qui peut proposer des accompagnements individuels qui sont vraiment très importants pour pouvoir permettre aux personnes de se maintenir en emploi. Évidemment, le service de prévention de santé au travail, avec les médecins, mais aussi les infirmiers, les psychologues du travail, tout un ensemble de professionnels qui vont pouvoir accompagner les situations individuelles, mais aussi collectives, dans ce rôle justement de prévention. C'est vrai que souvent, aujourd'hui encore en tout cas, le sujet est abordé un peu en mode pompier. On a une situation, on va mettre en place des choses, sauf que la prévention, là, pour le coup, elle est vraiment essentielle pour que demain, quand on sait que 25% des actifs sont concernés par une maladie chronique, que chaque jour, 1200 personnes apprennent qu'elles ont un cancer, et que parmi ces 1200 personnes, 40% travaillent, que ces personnes-là puissent continuer à travailler ou revenir au travail dans les meilleures conditions possibles. Je pense que c'est un enjeu social et sociétal. On sait que c'est l'emploi qui finance notre système de sécurité sociale. On a la chance en France d'avoir un système de sécurité sociale qui est, même s'il y a on peut toujours mieux faire, on sort sa carte verte pour être pris en charge, notamment face à un cancer, même si on sait que le reste à charge reste important. C'est quand même une chance, et pour nos enfants, c'est aussi un enjeu important. Donc voilà, donc ces acteurs-là, il ne faut pas hésiter à les mobiliser, à vous rapprocher d'eux, à les interroger. Il y a aussi différentes ressources, et donc on va vous présenter notamment chez We Care at Work, et notamment un service solidaire qui est accessible à tout le monde, pour vraiment ne pas rester seul et ensemble justement mobiliser pour accompagner. Si on fait un petit focus sur libérer la parole, donc là il y a différentes manières de le faire. Ça peut être de manière très simple dans les différentes communications internes, parce que vos agents, quand ils vont voir des informations, même de sensibilisation assez large, par exemple sur le cancer, Octobre Rose, Mars, il y a Mars Bleu, il y a différents moments comme ça un peu clés dans l'année sur lesquels vous pouvez vous reposer. Les agents en entendent parler dans la presse, sur les réseaux sociaux, et donc que la collectivité, que votre organisation puisse en parler, ça montre que le sujet déjà il existe au travail. Et ça, c'est vraiment un point important. Et donc, ça peut être fait de manière assez simple, avec des articles, avec des témoignages, avec des partages d'informations sur un intranet ou par mail ou courrier. En fait, tout dépend des outils de communication que vous avez à votre disposition. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir parler des différentes facettes du sujet. Et donc là, de pouvoir partager des éléments pour mieux comprendre, comme vous l'avez eu ce matin, mieux comprendre ce qu'est le cancer, quelles peuvent être les difficultés. C'est important pour l'entourage professionnel aussi, parce que souvent, on ne comprend pas bien certaines situations. On a des idées reçues aussi. C'est vrai que le cancer, ça existe depuis l'Antiquité, même avant. Les premières traces de cancer datent de la préhistoire, et on voit bien que dans l'esprit collectif, la représentation du sujet, c'est un sujet qui rime avec peur, avec mort. Et donc, d'en parler et de partager des histoires qui vont inviter les personnes à voir le sujet différemment, ça contribue vraiment à faire en sorte que chacun puisse obtenir des clés un peu concrètes.
Et puis, on est tous concernés, directement ou indirectement. Ça peut être au travail, ça peut être dans sa vie personnelle. Donc ce sujet-là, aussi difficile qu'il est, aussi peut être un élément de solidarité en interne. Donc voilà, donc les actions de sensibilisation, ça peut être des webinaires, des conférences, des campagnes d'affichage. Il y a pas mal de ressources et d'acteurs qui proposent des choses. Et donc, de vous appuyer sur les différents temps de l'année, ça peut permettre justement de faciliter la communication. Et donc, comme je disais, pour parler de ce sujet-là, c'est important de pouvoir sensibiliser largement l'ensemble des agents, mais aussi les managers qui sont en proximité avec les agents qui peuvent être concernés. Et c'est vrai que les managers vont être en première ligne et vraiment le sujet de quoi dire, quoi faire est vraiment criant pour eux parce que c'est un sujet intime, donc ça peut être difficile de poser des questions, de savoir qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner la personne tout simplement. Et donc d'organiser peut-être des choses spécifiques pour les managers, c'est aussi important. Et donc là, je vous partageais un exemple de bonne pratique. Alors, il y en a de toutes sortes et sans doute que vous, dans vos différentes administrations, vous mettez en place de belles choses. Là, c'est la région Normandie, avec laquelle on a travaillé, qui ont mis en place en fait des cycles de conférences, justement, pour parler régulièrement. Parce que souvent, on peut être tenté de parler du cancer en octobre. C'est vrai que c'est un moment clé dans l'année, évidemment. Mais le sujet, il existe toute l'année. Donc, c'est pour ça que d'en parler à différents moments, tout au long de l'année, c'est aussi important pour pas non plus saturer en termes d'informations, évidemment, autour du sujet. Et donc, de parler aussi Mars bleu, le cancer colorectal, qui est un des cancers les plus fréquents aujourd'hui. Donc, c'est important de pouvoir, en plus, il y a d'autant plus de préjugés et d'idées reçues autour de ce cancer. Mais il y a aussi Movember avec les cancers masculins qui sont des occasions et le mouvement Movember grandit aussi, hein, on voit d'année en année. Donc voilà, donc c'est vraiment des clés et vous voyez, on peut faire des choses en interne simplement ou faire appel en externe à des associations, à des organismes qui peuvent intervenir sur ces sujets-là. Monter en compétences, donc j'ai déjà partagé quelques points par rapport à ça, mais effectivement, c'est vraiment une clé pour justement ne plus agir en mode pompier et intervenir vraiment avec une dimension de prévention, même si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de cas identifiés ou en tout cas spécifiques. C'est important de pouvoir se préparer, mieux comprendre le sujet. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez appris et découvert pas mal de choses. Il y a différents outils qui sont là pour vous accompagner. Donc, Pierre vous en dira quelques mots juste après. Et puis des formations, effectivement, on va dire d'organismes de formation comme WeCare@Work par exemple, qui peuvent là accompagner les référents, les professionnels des ressources humaines ou les managers pour obtenir des clés concrètes. Et ça, c'est vraiment important justement pour pouvoir faire face, savoir quoi dire, quoi faire et tout simplement le jour où une situation se présente, on se sent mieux armé, même si c'est jamais évident. Il y a beaucoup d'émotionnel face à ces sujets-là, évidemment. Ça peut faire aussi écho à des situations personnelles qu'on peut vivre. Donc, plus on sera préparé, mieux on pourra accompagner. Et donc là, un exemple effectivement de l'ADEME qui a mis en place des formations pour tous ces managers volontaires. J'insiste effectivement sur la notion de volontariat, même si on aimerait pouvoir former de manière un peu obligatoire tout le monde sur ces sujets-là, notamment la notion de volontariat est importante, en tout cas dans un premier temps, parce qu'après, les managers aussi parlent entre eux et peuvent partager leur expérience justement de se préparer face à de tels sujets, d'obtenir des clés. Pour mettre en place des processus d'accompagnement, donc là aussi c'est une clé, puisque on sait et on le voit dans les organisations,
Il y a des situations qui se passent très bien, il y a d'autres situations qui peuvent être vraiment compliquées et qui peuvent même aller jusqu'à la désinsertion professionnelle, les difficultés rencontrées pour les personnes concernées, mais aussi pour l'organisation, en termes d'organisation, de gestion du travail est compliqué. Donc en mettant en place des processus, ça va permettre justement de donner un cadre, même si le sujet sur ce sujet-là, on peut innover justement parce qu'on sait qu'il y a des obligations légales sur certains sujets en termes de santé, en termes de handicap. Pour le cancer, par exemple, c'est là où on peut justement innover et proposer des choses en sortant du cadre réglementaire et légal. Donc là, vous êtes les mieux placés pour le savoir, mais de mettre en place des équipes dédiées, d'avoir des référents identifiés et de communiquer régulièrement sur ces référents. Ça aussi, c'est important parce que c'est vrai que nous, on voit très, très régulièrement les personnes, les agents ne savent pas vers qui se tourner. Pourtant, il y a des organisations, il y a des services qui sont mis en place, mais on ne sait pas toujours, quand on est concerné, vers qui se tourner. Donc ça, c'est important avec une approche pluridisciplinaire, évidemment, au niveau du service de santé au travail, des missions handicap, des ressources humaines, de l'aménagement de poste. Donc ça, c'est important. Sur la partie plan d'action, ce qui est clé aussi, c'est que souvent, alors oui, il y a des grandes clés de mise en place de plan d'action, mais vraiment un point qui est essentiel et qui va engager beaucoup les agents, c'est de co-construire les plans d'action avec eux, de les solliciter. En fait, on sait que chaque personne est différente et chaque organisation aussi. Dans une petite collectivité, une grande, les besoins peuvent être différents, si c'est un territoire rural ou une grande ville. Et donc les besoins aussi peuvent varier en fonction des uns et des autres, et donc d'interroger les personnes qui sont concernées, qui ont été concernées, ou même les agents au sens large, en disant si vous, demain, vous êtes concernés, quelles seraient vos questions, vos besoins, et avec ces éléments-là, de pouvoir co-construire un plan d'action. C'est aussi souvent un élément très engageant parce que on pose la question aux personnes concernées et donc elles contribuent aussi à faire évoluer. Et sur des sujets comme le cancer ou la santé, qui viennent vraiment toucher l'émotionnel et l'intime, les personnes qui vont s'engager sur ce sujet-là vont être acteurs, vont être ambassadeurs aussi. Et donc ça, c'est un point important. Et si on va plus loin, on peut aussi tirer le fil jusqu'à la paire et danse, de pouvoir proposer à des personnes qui ont le recul nécessaire d'être des relais en interne et de contribuer justement à l'évolution des pratiques. On sait qu'il y a beaucoup de chemin à faire sur ce sujet-là. L'idée, c'est pas de devenir exemplaire du jour au lendemain, mais petit à petit de mettre en place des choses. Et donc, en impliquant les agents, c'est essentiel. Et donc, pour ça, il y a différents outils et services. Et donc là, un exemple qu'on a mis en place avec la sécurité sociale, c'est la plateforme Alex qu'on développe chez Wikaratoire, qui est un outil innovant, puisqu'il s'adresse à l'ensemble des agents. Il permet d'accompagner le sujet et d'apporter un premier niveau d'information pour les personnes concernées, pour les proches aidants, mais aussi pour les managers. Et c'est 100% confidentiel. Et on sait qu'aujourd'hui, une personne sur deux n'ose pas parler de sa situation au travail. Et donc, de proposer quelque chose qui est accessible de manière confidentielle, ça aide justement à faciliter l'accès et à adresser le sujet aussi de manière préventive pour justement sortir de cette gestion en mode pompier. Bon, là, je vous ai mis quelques exemples de prestations qu'on propose, mais ce n'est pas forcément l'objectif. Aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir répondre à vos questions sur ces différents points, de libérer la parole, de proposer des actions concrètes pour accompagner. Et évidemment, l'objectif, quand on voit le nombre de personnes concernées, les enjeux au travail, c'est bien de pouvoir grandir. Et on voit, on a tous à y gagner, humainement et économiquement.
d'accompagner les personnes concernées, mais aussi l'entourage professionnel, les managers, les collègues. Parce que souvent, on pense à accompagner la personne, mais si on n'accompagne pas son manager et ses collègues, ben en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que il y aura quand même des difficultés parce qu'il peut y avoir justement une appréhension de l'entourage professionnel qui pose problème. Donc, on a tous à y gagner. Les personnes concernées, évidemment, pour leur maintien en emploi, pour leur utilité sociale et puis pour leur qualité de vie. Parce qu'on sait qu'effectivement, pouvoir se maintenir en emploi financièrement, c'est essentiel. Pour les employeurs, ça contribue justement à un meilleur climat social. Parler du cancer dans ces politiques sociales et de ressources humaines, parler de la santé au travail, ça va vraiment permettre de fidéliser les talents. Et on le voit quand on interroge les collaborateurs et les collaboratrices, quand il y a des actions, on dit je suis fière que mon employeur parle de ce sujet-là, propose des clés. Et même quand c'est des sujets délicats, encore le mois dernier, on intervenait beaucoup sur les cancers masculins. Donc, on parle du cancer de la prostate, on parle du cancer des testicules. Et donc là aussi, beaucoup de retours, merci d'en parler. En fait, ça lève justement un peu le tabou qu'il y a autour de ces sujets-là. Ça fait partie de la vie et donc c'est important d'en parler au travail aussi. Et ça agit aussi sur la performance des organisations parce qu'une personne qui va être accompagnée, qu'on va pouvoir adapter, donc là aussi, les équipes développent des compétences d'agilité, de réorganisation. Et en fait, ça développe la performance. Là aussi, il y a des études qui ont été menées sur ce sujet-là pour montrer que oui, il y a des difficultés, c'est pas facile, mais on peut justement en sortir grandé, personnellement, mais aussi collectivement. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi pour le maintien de notre système de sécurité sociale, c'est essentiel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Alors déjà, merci beaucoup et je pense qu'on peut applaudir Claire pour son intervention. Moi, je me suis noté notamment, pareil, je pose toujours mes petites questions, j'en profite, c'est le privilège. Je voulais vous demander comment est-ce que vous avez déjà été amené à collaborer avec des employeurs publics. Pour la petite histoire, notre premier point de rencontre, ça a été en lien avec un employeur public qui a intégré dans sa convention FIPHFP un partenariat avec We Care at Work. Donc voilà, pour que vous puissiez un petit peu nous présenter aussi vos points de connexion. Oui, bien sûr, c'est une histoire de rencontre, hein, tout simplement, c'est effectivement avec la métropole Aix-Marseille. Et donc, Céline Songa, avec qui on avait échangé, la métropole Aix-Marseille, qui a été la première métropole à signer la charte Cancer at Work, qui est une association qui mobilise les employeurs sur le sujet. Cancer at Work a été développé par mon associée Anne-Sophie. Et donc, effectivement, on a un certain nombre de liens. Et donc, quand la métropole a signé la charte à Marseille, je suis marseillaise, donc du coup, j'étais présente et en fait, on s'est beaucoup retrouvés justement dans le souhait de pouvoir accompagner le plus grand nombre et avec le digital aussi, hein, évidemment, sans oublier l'humain. Je vois que là, il y a une information qui n'apparaît pas, mais c'est un outil qui peut vous être utile. On est une entreprise, mais à dimension solidaire, et on a un service qui s'appelle Allo Alex, qui est un service gratuit, ouvert à tous. On a beaucoup d'agents qui appellent le service et qui permet d'être informés, orientés. C'est vraiment d'un point de vue, si on se pose une question d'un point de vue administratif, relationnel, ça permet d'être réorienté justement face au constat on ne sait pas toujours vers qui se tourner, où trouver l'information. C'est comme ça qu'on a créé la ligne Allo Alex, et donc qui est une ressource qui peut accompagner. Et donc on échangeait avec Céline sur ce point-là, avec le partage d'Alex, la plateforme là, qui vient en complémentarité avec la ligne téléphonique. Et puis de fil en aiguille, voilà, le bon contact aussi qui fait qu'on a eu envie de travailler ensemble et de construire justement un plan d'accompagnement un peu global. Oui, tout à fait, et notamment avec des sujets, avec la pérédance aussi qui n'est pas très loin dans l'esprit de Céline, dans les collaborations qu'elle va avoir avec vous. Oui, c'est ça. En fait, la pérédance, c'est un sujet qu'on porte parce que c'est notre ADN. Parce que dans l'équipe, on est tous concernés en tant que patients et aidants, et on souhaite vraiment porter ce sujet-là au sein des organisations,
parce qu'on est convaincu que malheureusement, on ne peut pas avoir autant de professionnels que de personnes concernées, et donc avec des relais concernés, impliqués, mais accompagnés, parce que là aussi, la pérédance peut avoir une limite, et c'est normal. C'est important d'accompagner les personnes avec le recul nécessaire pour bien accompagner, bien partager aussi, et pour respecter son écologie interne aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitiez adresser à Claire? Pas de... Personne n'ose? Eh bien, écoutez, s'il y a eu ça... Ah, Marc. Peut-être une question un peu financière. Quel est le coût ou les modalités, en tous les cas, de votre intervention? S'il y a une forme de... comment rémunérer votre prestation? Oui. Alors, il y a différentes manières, effectivement. C'est des prestations de sensibilisation, par exemple, donc une conférence, une intervention, c'est une facturation à l'intervention. On est organisme de formation certifié Calliope. Donc, nos formations, effectivement, peuvent être financées par le CPF ou par les budgets formation. On a aussi des bilans de compétences adaptés. Donc là, c'est pareil pour les personnes, ça peut être financé par différentes manières ou avec Cap Emploi, par exemple. Et puis pour la plateforme Alex, c'est en fonction du nombre d'agents dans la collectivité. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme c'est un outil qui est proposé à tout le monde, c'est vraiment variable en fonction de la taille. Et toutes nos prestations sont éligibles à l'OETH parce qu'on a le statut de TIH. Donc ça rentre aussi dans les achats responsables. Voilà. Et justement, on veut faire la preuve que c'est possible. On peut développer de la valeur en étant concerné. Voilà. Alors attendez Brigitte, le temps que je monte jusqu'à vous. Ils sont hauts ces escaliers. Allez, c'est bien sûr. Mais alors, est-ce que le FIPHFP peut prendre en charge ces formations ou ces prestations auprès des employeurs et des managers? Alors, le temps que je descende, je vais apporter juste quelques éléments de réponse, le temps que je vous apporte le micro, Marc. Notamment la collectivité dont on parlait, la métropole Aix-Marseille, est venue loger le partenariat avec We Care at Work, c'est la montée, avec We Care at Work dans l'action innovante de sa convention FIPHFP. Donc ça peut être une première idée de cofinancement. Oui, moi je renverrai ces questions de financement donc, sur la ligne du catalogue FIP qui permet donc de financer toutes les actions donc, de formation et de professionnalisation du personnel employeur, ou sinon, pardon, et sur la sensibilisation. Merci, je vais rester sur les questions financières. En fait, j'ai bien compris votre exposé et je suis persuadé effectivement il y a une plus-value à être vraiment dans cette démarche d'inclusion, mais on se heurte souvent justement au préjugé inverse et qui est quand même très puissant, très ancré, qui est celui de dire que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Et donc voilà, c'est assez antinomique avec cette notion de performance que vous défendez. J'aimerais savoir comment vous êtes confronté à ce retour, qui doit être assez fréquent, je pense, et comment vous arrivez à vaincre cela, quoi. Voilà, on s'appuie sur différentes études économiques au sens large. Par exemple, il y a une étude économique qui a été réalisée par Nicolas Bouzou sur justement le sujet du cancer au travail pour montrer qu'économiquement, on a tout à y gagner, justement, à investir sur l'inclusion de ce sujet-là au travail et que les bénéfices financiers aussi seront importants. Il y a plein d'axes, mais déjà sur la fidélisation des collaborateurs, des collaboratrices, le coût que ça peut représenter de remplacer quelqu'un,
avec la formation, l'accompagnement, donc tous ces éléments-là. Donc vraiment, cette étude de Nicolas Bouzou, vous pouvez la retrouver notamment sur le site de Canceratoire, puisque ça a été fait en partenariat avec eux. Donc ça, c'est un premier point, vraiment pratico-pratique. Après, à notre niveau, on a mené une étude d'impact, justement, sur le sujet et sur le fait de pouvoir investir sur de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement. Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter? Et là aussi, d'un point de vue économique, en fait, pour 10 € investis, on récupère 20 en fait, en termes d'engagement et de frais, notamment qui peuvent être liés sur le reclassement, qui peuvent être liés notamment à la discrimination aussi, hein, parce que c'est un sujet qui est très discriminant. Et donc, ça peut avoir des coûts. Donc, oui, il y a différents éléments concrets, on va dire, sur lesquels on peut se reposer, qui montrent qu'en investissant sur ce sujet-là, eh ben, oui, il y aura des bénéfices humains, déjà, c'est évident, et puis aussi économiques. Et moi, j'avais encore une petite question. Est-ce que vous avez des points de contact avec certains partenaires du type l'INCa, par exemple, ou la Ligue contre le cancer? Enfin, dans l'écosystème des acteurs qui existent, voilà, est-ce que vous aussi, des fois, vous avez des partenariats avec eux? Oui, alors on n'a pas de partenariat officiel, mais évidemment, dans l'écosystème, on travaille plus ou moins ensemble, ou en tout cas, on oriente aussi beaucoup sur, notamment, nous, en local, par exemple, on réoriente vers les ligues qui peuvent avoir des implantations locales et qui peuvent proposer des choses individuelles qui vont au-delà du travail, mais qui sont vraiment aussi utiles, hein. On parle beaucoup de confiance en soi, par exemple, d'estime de soi dans la reprise du travail, l'importance que ça peut avoir. Typiquement, les ligues ou d'autres associations comme Rose Up ou autres. Il y a pour le coup beaucoup d'associations pour les femmes. Alors, il y en a un petit peu pour les hommes, hein. Je pense à une notamment qui s'appelle Serum, qui est assez active. Donc là aussi, les actions se développent pour les hommes. Mais en tout cas, voilà, c'est important de pouvoir échanger, partager. Et plus on est d'acteurs justement à intervenir et à mailler le sujet, et plus ce sera efficace sur le long terme. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être en profiter du coup pour présenter le guide avant d'engager la dernière séquence de notre journée. Il faut que je change de micro, je pense. Oui, on me dit oui. Merci beaucoup. Claire. On peut encore applaudir Claire, s'il vous plaît. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc, juste je ne vais pas passer trop de temps, puisque du coup, ce guide-là va être publié prochainement. Mais donc, comme l'a dit Marc tout à l'heure en introduction de cette journée, on essaye chaque année, dans le cadre du Handipact Occitanie, de produire un guide ou un kit ou des ressources qui vont, on l'espère, vous être utiles en tant qu'employeur en Occitanie. Et puis, évidemment, l'idée, c'est aussi de faire rayonner l'Occitanie et puis derrière, de pouvoir diffuser ce guide ou ces différentes ressources dans toute la France. Donc, on a fait le guide Pépère, Marc l'a dit tout à l'heure. On a fait le guide du reclassement, dont la version actualisée arrive dans quelques semaines, on l'espère. Voilà. Et cet été, avec toute l'équipe du Handipact Occitanie, pas de sable, pas de plage pour nous, mais un guide sur le sujet du retour à l'emploi pendant ou après un cancer. Non, je plaisante, on a eu des vacances évidemment. Mais en tout cas, on a passé une partie de notre été à rédiger ce guide. Ce guide, on l'a pas rédigé tout seul, puisque évidemment, hein, il faut une certaine expertise pour parler du retour, de l'accompagnement du sujet du cancer à l'emploi. Donc, on a eu un certain nombre de relecteurs pour nous aider à travailler sur ce document, dont un certain nombre que vous connaissez très bien maintenant, puisque Claire, qui vient de me passer le micro, a contribué à ce guide, Isabelle, qui est intervenue ce matin aussi, Caroline, évidemment, qui a introduit également, a relu ce document. On a l'INCa qui a relu, Frédéric Lacaze aussi, qui est venu apporter quelques briques. Alexandra, qui a introduit aussi, bref, en gros, quasiment toutes les personnes que vous avez vues aujourd'hui ont contribué avec nous à la rédaction de ce guide. Donc ça, c'est super. Et puis, évidemment, Marc, qui a piloté ce travail-là. Donc,
Ce document, là, la version que vous voyez, en fait, c'est une version qui est une version de travail, puisque le FIP-HFP est en train d'assurer le maquettage, la mise en forme graphique du document, donc il ne ressemblera pas tout à fait à ça quand on vous l'enverra dans quelques jours, on l'espère. Mais simplement, pour vous donner un petit peu à voir ce que vous allez trouver dedans, parce que finalement, le fil conducteur de notre journée est quand même assez lié au fil conducteur que vous allez retrouver dans ce guide. Donc, vous retrouverez des éléments qui viennent expliciter ce qu'est le cancer. Donc voilà, le cancer en France, de quoi parle-t-on? Vous aurez des éléments un petit peu chiffrés dedans. On a repris les statistiques qui datent de septembre 2024, qui sont publiées notamment par l'INCA, qui produit un observatoire, un panorama chaque année qui est super bien fait. Donc on s'est appuyé dessus pour avoir des chiffres les plus récents et les plus frais possibles. On a essayé aussi de donner un petit peu à voir sur l'écosystème du cancer, parce qu'on le dit finalement depuis ce matin, il y a plein d'acteurs, plein de partenaires qui sont susceptibles d'intervenir et des politiques publiques aussi qui sont conduites en la matière, même si elles ne sont peut-être pas hyper ou en tout cas suffisamment ambitieuses. On a également essayé de faire une petite partie sur l'impact du cancer sur les parcours professionnels, c'est ce que vous voyez ici, et puis l'annonce du cancer, l'impact sur les personnes qui sont concernées. Donc ça, c'est une partie, la première partie, vous voyez, c'est une sorte de partie un peu de contextualisation pour essayer d'avoir des éléments un petit peu de compréhension par rapport à ce qu'est le cancer et la place qu'il occupe. Et puis après, on essaie d'aller sur une partie la plus pratico-pratique possible pour vous, en essayant en fait de se dire quelles sont les différentes étapes de l'accompagnement en fait, des publics concernés par un cancer. Donc il y a la question, même si on l'a bien vu ce matin, que ça n'est pas systématique, mais il y a la question du maintien du lien pendant l'arrêt lorsque l'agent est en arrêt de travail, ce qui n'est pas systématique et pas toujours souhaitable, on l'a bien retenu. Il y a la question de comment on prépare et comment on organise le retour, donc il y a quelques éléments là-dessus, comment on accompagne le moment du retour au travail, donc la place du manager, la place des collègues, la place de l'agent évidemment. Et puis, une fois que le retour a eu lieu, comment on organise le suivi à court, moyen et long terme. Et Isabelle en a parlé ce matin, évidemment. On a essayé aussi, nous, de faire un petit zoom sur les différents dispositifs statutaires qui existent dans la fonction publique, qui doivent permettre justement d'améliorer, d'organiser ce retour à l'emploi et en tout cas d'articuler le soin et la reprise. Et donc, évidemment, on a parlé du temps partiel thérapeutique et puis du fractionnement, notamment du CLM et du CLD. Et en fait, juste un petit zoom, juste pour vous dire que bon, c'est assez verbeux, vous commencez à nous connaître maintenant, on a du mal à ne pas écrire des tartines et des tartines, mais voilà, on n'arrive pas à se changer. On essaie de faire des petits zooms de temps en temps, et puis surtout, on essaie de vous glisser des petits outils par-ci, par-là. Donc, vous avez des exemples de mails, vous avez des exemples de trames d'entretien qui existent, vous avez des zooms sur des assos qui sont mobilisables, vous avez des trames d'entretien qui sont formalisées à l'intérieur. Enfin, voilà, le document est un petit peu émaillé comme ça, ici et là, de petits outils qui, on l'espère, vous seront utiles et surtout qui seront complètement personnalisables pour les mettre en place chez vous si vous les trouvez utiles. Et je termine juste en disant que dans la troisième et dernière partie, on a essayé de cartographier les différents partenaires, les différents outils, les différents financements qui sont mobilisables. Donc, on a évidemment parlé des acteurs un peu institutionnels du maintien en emploi. Et puis, derrière, on a parlé des partenaires spécialisés. Donc, on a fait des petites fiches de présentation de la Ligue contre le cancer dont on vient de parler à l'instant, de We Care at Work et de la plateforme Allo Alex qu'a présenté Claire, de l'INCA, d'Entreprise et Cancer, qui est une asso hyper importante, de l'association Sarah, qu'a fondée Alexandra Jover ce matin. Et puis, on a présenté aussi les différentes aides du FIP-HFP, soit les aides directes qui sont mobilisables au travers du catalogue ou de vos conventions FIP-HFP, soit au travers des aides intermédiaires et notamment les appuis spécifiques qui sont cofinancés et copilotés par le FIP et la GFIP. Voilà, donc on a essayé un petit peu de détailler là-dessus et notamment les appuis spécifiques qui sont mobilisables pour certaines situations et notamment pour le cancer. Voilà, et puis après un glossaire, enfin, bon, je vous passe les détails de la suite du document. Donc ce document, il est donc, je vous l'ai dit, en train d'être maquetté, c'est une question d'heures, de jours peut-être, mais donc il arrivera bientôt sur le site internet du FIP-HFP et très vite dans vos boîtes mail. Voilà, donc on espère que ce document vous sera utile. En tout cas, avec l'équipe, on a un petit peu transpiré en l'écrivant, donc voilà, donc on espère qu'il vous sera utile. Voilà.